Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Mathilde Janot, je suis commerciale chez K2. Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints. J'accompagne pour ce séminaire Jean Cadeau, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Jean Cadeau, je suis directeur technique de K2 France. Concernant l'agenda d'aujourd'hui, nous allons vous présenter rapidement qui nous sommes. Puis nous allons passer à une démonstration avec un focus sur la mise en place d'une application finance. Jean, si tu peux passer le slide suivant pour suivre l'agenda. Ah oui, c'était en pause. Merci. Désolé. Et puis enfin, nous allons nous réserver du temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Alors, on vous a coupé les micros pour le bruit, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat si c'est vraiment prévu à cet effet. Alors, avant de partir dans le vif du sujet, quelques mots sur le groupe K2. K2 est une plateforme pour concevoir et déployer rapidement tout type de processus métier sans avoir à écrire de code. C'est une société qui a été fondée dans les années 2000 et les locaux sont aux États-Unis en face du campus Microsoft. Donc c'est une raison stratégique. K2 est partenaire privilégié de Microsoft avec notamment une souche de R&D commune pour faciliter la communication entre nos outils et le monde Microsoft. Le groupe est présent à travers le monde avec 18 bureaux et plus de 3500 clients répartis sur tous les continents. Avec Jean, nous représentons la filiale française qui couvre le territoire francophone depuis 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, nous avons plus de 200 clients qui utilisent la solution K2, et dont la moitié d'entre eux font partie du CAC 40. Donc, ici, vous pouvez voir quelques-unes de nos références françaises. Je suis sûre que vous avez reconnu certains logos. Maintenant, le but de ce slide n'est pas de les lister, mais plutôt de montrer que K2 a le positionnement d'une brique technologique qui va s'insérer au sein du système d'information, quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Comme vous pouvez le voir, notre outil est autant utilisé dans la santé, la pharma, que la distribution, l'industrie ou encore le secteur public. On a des grands comptes, mais on a aussi des grosses PME, des PME et des TPE. Enfin, voilà quelques exemples d'applications qui ont été mises en place chez nos clients. Donc, par exemple, des applications finance, donc c'est le sujet aujourd'hui, le sujet CAPEX, la validation des factures fournisseurs, les demandes d'engagement budgétaire, la gestion des demandes d'investissement. Enfin, bon, nos clients utilisent K2 en fonction de leurs besoins, bien sûr, pour des applications soit très spécifiques cœur de métier, pour des applications finance, pour des applications qualité, achat, RH, juridique, documentaire. Enfin, vous l'aurez compris, l'usage de K2 est multiple. Un dernier mot là-dessus. Notre positionnement qui est du BYOA, du Build Your Own Application, fait que nous conservons tous les avantages du développement spécifique avec une conception des applications sur mesure, sans pour autant subir les inconvénients, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins chronophage, beaucoup moins coûteux d'automatiser ces processus avec K2 qui fournit des outils graphiques. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, je passe la main à Jean qui va justement vous présenter les outils. Merci Mathilde pour cette introduction. Donc juste avant de passer à la démonstration, quelques slides pour résumer ce qu'il y a dans notre produit. Donc la plateforme K2, c'est une plateforme qui est composée de quatre briques principales. Et ces 4 briques en fait vont permettre, comme vous l'avez compris, de construire des applications, mais sans avoir à écrire de code. Donc le fait qu'on n'ait pas de code à écrire pour construire ces applications fait qu'on va pouvoir mettre en place les applications très rapidement et on va pouvoir le faire simplement. Et ceci n'empêche pas de faire des applications qui répondent exactement à vos besoins et qui contiennent vos particularités. Donc les 4 grandes briques de K2, la première brique dont on parle, c'est la brique formulaire. Donc on a un outil qui va permettre de créer des interfaces pour les utilisateurs, au sein desquels les utilisateurs vont retrouver toutes les informations qui vont leur permettre de prendre des décisions et ils vont pouvoir rajouter des informations. Donc K2 permet de concevoir des formulaires, donc des formulaires web, sans avoir à écrire de code. La seconde brique,
c'est la brique processus, la brique workflow. On va avoir besoin de créer des enchaînements entre chacun de nos formulaires pour répondre à notre besoin. Et avec les outils de conception de K2, on va pouvoir dessiner les processus, mettre en place les règles d'enchaînement entre chacune des étapes, mettre en place des conditions d'exécution sur ces enchaînements-là. On va pouvoir référencer nos formulaires à l'intérieur des étapes. On va pouvoir envoyer des ordres au système d'information de l'entreprise. On va pouvoir mettre en place des règles qui vont permettre de déterminer qui doit intervenir, à quel moment, combien de temps on a pour faire la tâche, qu'est-ce qui se passe si la tâche n'est pas traitée dans les temps. Donc toujours, on fait ça graphiquement, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est du dessin, hein, presque, en exagérant. Et une fois qu'on a dessiné son processus, on va pouvoir le déployer sur le serveur K2. Il va y avoir un moteur d'exécution qui va s'occuper d'adresser les tâches et les formulaires aux personnes qui sont concernées et de surveiller les temps de traitement si il y a des échéances qui doivent être prises en compte. La troisième composante, K2, une fois qu'on a mis en place ces formulaires, qu'on a mis en place les processus, on va avoir besoin de connecter nos formulaires et nos processus au système d'information de l'entreprise pour aller chercher de l'information, mais aussi pour aller mettre à jour l'information dans le système d'information. Donc K2 propose un ensemble de connecteurs qui vont permettre d'adresser des systèmes, toujours sans écrire de code. Je vais détailler les connecteurs natifs sur le slide d'après, donc je ne vais pas m'étendre dessus pour le moment. Mais sachez que l'objectif, c'est de pouvoir dire, bah voilà, par exemple, quand on arrive à telle étape, alors on va exécuter tel web service, on va mettre à jour notre outil de CRM, on va mettre à jour notre base de données métier, on va mettre à jour notre SharePoint, notre outil de GED, etc. Et tout ça, toujours sans avoir à écrire de code, par simple paramétrage au sein des outils de conception K2. Une fois que toutes nos applications tournent, on va avoir besoin donc de la quatrième brique de K2, et la quatrième brique, c'est la brique reporting. C'est-à-dire que K2 fournit des outils qui vont permettre de suivre ce qui se passe sur les applications, voir qui est intervenu, à quelle date, quelles sont les informations qui ont été modifiées. On va pouvoir voir ça de manière textuelle, mais aussi de manière graphique, avec le suivi graphique ou avec des composants statistiques qui vont permettre d'avoir des informations statistiques sur les temps d'exécution générale de nos processus. Donc voilà les 4 grandes briques K2, et donc c'est en mixant ces 4 grandes briques qu'on va être en mesure de créer nos propres applications qui répondent à nos propres besoins. Comme l'a expliqué très rapidement Mathilde, K2 est un outil qui est assez proche des environnements Microsoft. Donc pour tout vous dire, c'est un outil qui est construit sur les environnements Microsoft. Donc pour faire fonctionner K2, vous avez besoin d'un Windows Server et d'un SQL Server. Ce sont les deux prérequis au fonctionnement de K2. Et de par notre positionnement par rapport à Microsoft, on propose beaucoup d'intégration avec les outils du monde Microsoft, et notamment avec SharePoint, puisque SharePoint est un outil qui permet de gérer du document, de gérer des portails collaboratifs, et dès qu'on met en place, dès qu'on gère du document ou du portail, on va très vite avoir besoin de notions de processus, et ce qui est fourni en standard dans SharePoint est assez pauvre. Donc du coup, K2 et SharePoint sont très très complets. Les versions on-premise et les versions online de SharePoint. Et juste un petit point sur l'architecture de K2, vous pouvez héberger K2 sur vos serveurs Windows chez vous en interne. Vous pouvez les héberger sur des plateformes Azure ou Amazon, donc sur le cloud si vous le souhaitez. Et on a aussi des clients qui font de l'hébergement sur du cloud privé chez des hébergeurs.
Un dernier petit slide sur les connecteurs K2, un slide que je vous avais promis. Donc vous avez ici la liste. On retrouve au centre la rosace K2 qui récapitule les 4 grandes composantes de K2. Et autour de cette rosace, on retrouve les différents connecteurs qui sont fournis en standard avec K2. Donc on a déjà parlé des connecteurs SharePoint ou Office 365, mais on a aussi des connecteurs pour Windows Azure, pour SQL Server, pour Link, pour Yammer, pour l'Active Directory, pour Exchange, pour Dynamics CRM. Donc pour tout ce qui est, on va dire, Microsoft, et puis on a des connecteurs pour des mondes autres, puisque les entreprises 100% Microsoft ne courent pas les rues. On a aussi des connecteurs pour SAP, pour Oracle, pour Salesforce.com, et puis ça, ce sont les connecteurs livrés en standard. Et sur la partie du bas, vous avez des éditeurs de logiciels tiers qui ont créé des connecteurs pour leurs outils avec K2. Donc par exemple Cosign pour de la signature électronique, Halfpoint pour de la gouvernance autour de SharePoint, Adlib pour de la manipulation de PDF, etc., etc. Toutes les applications qu'on met en place avec K2 sont dites responsive design, donc ça veut dire que vous allez pouvoir les exécuter et les utiliser depuis n'importe quel terminal, que ce soit un desktop, que ce soit une tablette ou un téléphone portable. Et d'ailleurs, pour les applications mobiles, K2 livre une application pour iOS, BlackBerry, téléphone Android et téléphone Windows, qui va permettre de retrouver sa liste des tâches et de traiter ces tâches de manière déconnectée. Donc voilà pour la présentation au niveau des slides. On a fini. On a respecté les 15 minutes qui étaient prévues. On va se concentrer maintenant sur une démonstration. Et comme le sujet du webinaire le proposait, on va vous montrer une application de gestion des demandes de remboursement de notes de frais, bien évidemment faite avec la plateforme K2. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce que ça peut donner en tant qu'utilisateur final de participer à une telle application. Et puis ensuite, on se mettra dans la peau du concepteur et on verra comment cela a été mis en place. Alors, je suis connecté sur un serveur Windows sur lequel il y a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner K2. Et puis, comme quand on montre des applications K2, on a besoin de se connecter avec des comptes utilisateurs différents. Par défaut, K2 fait de l'authentification intégrée Windows. C'est très pratique. Vos utilisateurs n'ont pas besoin de saisir de login, de mot de passe, ils sont automatiquement reconnus, donc c'est très pratique en production. Pour les démonstrations, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça nécessite de fermer sa session Windows, de la rouvrir. Donc pour fluidifier la démonstration, on s'est construit un petit outil ici qui montre la structure hiérarchique de notre entreprise de démonstration et qui va nous permettre de lancer notre navigateur ou notre Outlook avec les informations de connexion de chacune des personnes. Donc par exemple, là ça veut dire que si je me connecte avec Thomas et que son responsable hiérarchique doit faire une validation, c'est comme l'AN qui devra la faire et ainsi de suite. Donc du coup, je vais me connecter avec Thomas. J'arrive sur la page d'accueil de mon portail, de mon application gestion des notes de frais. Donc cette page d'accueil est faite avec les SmartForms K2. Je retrouve ici, donc tout ce que vous voyez, c'est une suggestion de présentation. On n'est pas obligé de faire comme ça dans son organisation, on peut faire différemment. Là, je retrouve la liste des tâches que j'ai à faire concernant les notes de frais, la liste des demandes de frais, de remboursement de notes de frais que j'ai mises en brouillon, celles que j'ai soumises, et ici j'ai ma liste des tâches globales, donc je vois toutes les tâches que j'ai à faire, tout workflow confondu. Je vois par exemple que j'ai à traiter une modification pour la demande d'achat numéro 102, qui est un autre processus que celui qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc dans certains cas, on peut enlever des blocs, on peut en rajouter, on fait vraiment comme on veut. Sur la partie haute, j'ai accès au rapport K2 et j'ai un lien qui va me permettre de démarrer une nouvelle demande. Tout en haut, je suis reconnu. Si vous êtes perdu, vous regardez en haut à droite et normalement,
On voit avec qui on est connecté. Donc là, je suis bien connecté avec Thomas Fouché. Et puis, les formulaires K2 peuvent être rendus multilingues si on le souhaite. Donc là, on a mis deux langues, français-anglais. Et si je clique sur anglais, ça va traduire le contenu de ma page. Donc, je vais faire une nouvelle demande de remboursement de notes de frais. Donc, je clique sur le lien adéquat, ça me charge mon nouveau formulaire. On retrouve tout d'abord des informations sur la personne qui est connectée. Donc, je suis connecté avec Thomas Fouché. Ici, je retrouve son adresse email et son responsable. Ce sont des informations qui sont présentes dans l'annuaire de l'entreprise. Donc, sur ma plateforme, c'est un Active Directory. Et j'ai un connecteur K2 qui me permet d'aller chercher ces informations-là et de les afficher. Ensuite, je vais devoir remplir ma note de frais. Donc, quel est le mois de la note de frais? Donc, je vais dire que c'est le mois de mars. Donc, il suffit que je saisisse une date en mars pour que ça m'affiche mars 2015. Je vais choisir ma devise. Donc là, j'ai une liste alors je ne sais pas si elles y sont toutes, si c'est exhaustif, mais en tout cas d'un bon paquet de devises qui existent dans le monde. Je vais choisir l'euro. Et puis ensuite, je vais mettre une référence de projet. Donc c'est projet 5, 6, 7, 8 par exemple. Et ma note, c'est les frais concernant mon déplacement à tel endroit. Et puis en dessous, je vais ajouter des dépenses que j'ai faites. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer sur le bouton ajouter. Ça me charge un mini sous-formulaire où je vais devoir choisir la date de ma dépense. Donc là, je vais dire que c'est une dépense que j'ai faite le 19 mars. La catégorie, donc ça concerne un billet d'avion, par exemple. La description, donc c'est avion pour Lyon, par exemple. Donc, on a payé ça à Air France. On ne fait pas de pub. Mais bon, hop, un montant. On en a eu pour 120 €. Et donc, je retrouve la devise qu'on a sélectionnée précédemment, mais je peux, si je le souhaite, pour une ligne, dire que cette dépense-là n'a pas été faite en euros, mais a été faite en francs suisses, par exemple. Et je retrouve le taux de change ici qui va me permettre de faire le calcul du montant qui va apparaître sur ma note. Je peux attacher un reçu que j'aurais scanné. Donc, je vais retrouver là un PDF. Je vais l'attacher. Voilà. Et puis, je clique sur ajouter pour que cette ligne soit prise en compte. Puis, je vais pouvoir rajouter d'autres lignes. Donc, je vais dire hop, le 26, j'ai payé un logement. Description, c'est nuit d'hôtel. J'ai dormi au Mercure. Et puis, j'en ai eu pour 142 €. Et j'attache mon reçu numéro 2. Bon, notez que les reçus ne sont pas obligatoires. Hein. On n'est pas obligé d'en attacher à chacune des lignes. On pourrait aussi imaginer dire je rajoute mes lignes et puis à la fin je rajoute un PDF qui contient la numérisation de tous mes reçus. Ça, c'est pas une décision technique, ça dépend en fait de votre fonctionnement, de votre organisation. Une fois que j'ai rempli ma note de frais, je vais pouvoir l'enregistrer, la soumettre ou l'annuler. Donc l'enregistrer, ça veut dire que j'ai commencé à la remplir, mais je n'ai pas fini, je reviendrai dessus plus tard. La soumettre, j'ai fini de la remplir et je veux qu'elle passe en validation, donc d'abord par mon responsable hiérarchique, puis après éventuellement par d'autres personnes. Donc j'ai cliqué sur soumettre. Au moment où on a soumis la demande, on a un pop-up qui s'ouvre qui nous dit merci d'avoir rempli votre demande. Elle a la référence, note de frais numéro 5. Donc comme ça, si je veux suivre où elle en est, je saurai que c'est celle-ci. Donc je clique sur OK, je reviens sur la page d'accueil de mon application et je vais retrouver dans la liste des demandes que j'ai soumises, la demande numéro 5, donc que j'ai faite pour le mois de mars, devise en euros pour un montant de 262 € et qui est à l'état soumise. Je peux accéder en cliquant sur le lien qui est ici
à une interface de suivi, c'est-à-dire que je vais retrouver tout mon formulaire, mais cette fois-ci en lecture seule. Je ne vais pas pouvoir faire de modifications dessus. Donc, je retrouve qui a soumis la demande, le détail du processus, donc à quelle date ça a été soumis, donc à 11h22. C'est en cours, ça a été soumis par Thomas, c'est la numéro 5. En dessous, je vois les informations qu'on a remplies ensemble. Je vois que la date de fin n'est pas saisie. Et puis je vois la liste des commentaires qui ont été attachés et la liste des éléments de la demande. J'ai accès à un autre lien ici qui est le lien qui s'appelle suivi graphique. Et donc le suivi graphique, qu'est-ce que c'est? C'est un composant qui montre la conception workflow qui a été faite et qui va indiquer avec des codes couleurs par quelles étapes on est passé. Donc quand on était en train de remplir notre demande, on était sur le point de démarrage, on a soumis notre demande, on a passé ces deux étapes qui sont des étapes uniquement système, qui vont enregistrer dans le système d'information de l'entreprise les informations sur la demande qu'on vient de faire. Et puis maintenant, on est à l'étape Manager Approval. Ce qui est bleu, en fait, ça correspond à ce qui est en cours. Je clique sur cette étape-là. Je vois que cette étape, elle est en cours depuis 2 minutes 03 et elle est chez Comlan. S'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient la faire, j'aurais la liste de toutes les personnes ici. C'est du temps réel, hein. Les 2 minutes 03, quand je rouvre la page, sont transformées en 2 minutes 17. Donc ce que je vois ici, c'est qu'elle est chez Comlan et que Comlan peut demander des modifications, et on va passer par ce chemin-là, aller sur une étape qu'on va envoyer au demandeur, qui va pouvoir annuler sa demande, elle sera terminée, ou va pouvoir la resoumettre, et on pourra boucler entre ces deux étapes jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui convient à tout le monde. Le manager peut aussi rejeter la demande, et dans ce cas-là, on va sur un état final qui est ici, avec un mail de notification qui est envoyé au demandeur. Et si le manager approuve la demande, on va passer par le chemin du milieu. Alors bon, on a pas mal de liens qui se croisent, mais on va aller vérifier que la demande dépasse ou pas un certain montant. Si elle dépasse ce montant, on va passer par une approbation par les responsables financiers, et puis qui vont pouvoir rejeter, demander des modifications, et puis si eux acceptent, on va passer à l'étape processing, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes qui ont le droit dans notre organisation de procéder au virement pour rembourser les frais. Et puis une fois que ça se sera fait, on aura terminé. Donc, je vais laisser ces fenêtres ouvertes et je vais me connecter avec le responsable hiérarchique de Thomas, donc avec Comlan. Je vais lancer son navigateur et en parallèle, je vais lancer son Outlook. Alors, je vois qu'aujourd'hui, à 11h22, donc il est 11h26 hein, sur ma plateforme, j'ai reçu un email. Donc l'email, c'est un mail de notification qui est envoyé par K2. Il est complètement personnalisable en termes de charte graphique, en termes de message. Bon, là, le message est envoyé en anglais, mais on aurait pu le mettre en français ou le mettre même dans les deux langues si on le souhaite. Et on va retrouver des informations sur la demande. Donc son identifiant, la personne qui l'a fait, le mois de la demande, le projet qui est concerné et le montant total. J'ai accès à un lien ici qui me permet d'ouvrir directement ma tâche, si je le souhaite, et quand j'utilise Exchange, je peux même répondre, enfin si on l'a autorisé, hein, je peux même répondre à l'email pour que ça prenne une décision dans le workflow. Donc si je réponds à l'email en disant approve, query ou reject, ça va me permettre de prendre le chemin correspondant à cette étape-là, à cette action-là, dans le processus. Donc tout ça c'est personnalisable, on choisit vraiment ce qui apparaît ici. Donc je vais laisser ça, je vais fermer mon Outlook, et puis je reviens donc sur mon application note de frais. Donc là je vois tout en haut hein, que je suis bien connecté avec Comlan, et je vois dans la liste des tâches que j'ai à faire que j'ai deux tâches à faire. Une tâche qui concerne une approbation et une tâche qui concerne une demande de modification de ma propre demande de remboursement de note de frais, la numéro 2. Donc la nôtre, c'est la numéro 5. Donc la tâche a été créée à 11h22. J'ai un menu ici qui va me permettre
de transférer la demande à quelqu'un d'autre si je le souhaite, de la mettre en attente. Donc ça peut être pratique quand on a une tâche, on sait que cette tâche-là, on pourra la faire que quand telle réunion sera terminée. On va pouvoir jouer avec cette fonction-là, où je vais pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre pour avoir par exemple, pour demander son avis à quelqu'un d'autre. Bon, moi, je ne vais pas faire ça. Je peux accéder au suivi graphique, hein, comme on a fait tout à l'heure. C'est une autre façon d'accéder au suivi graphique. Et puis, je vais pouvoir donc ouvrir mon formulaire pour pouvoir prendre une décision. Donc, mon formulaire s'ouvre. Je suis toujours connecté en tant que Comlan. Je retrouve dans la partie haute de mon formulaire le détail qui concerne le processus, donc qui est le demandeur, la date à laquelle la demande a été faite, la durée de la demande, donc ça fait 6 minutes 37 que c'est en cours. En dessous, je retrouve les informations sur le détail de l'employé, les informations sur la note de frais. Je retrouve la liste de toutes les dépenses qui ont été faites. Et ici, j'ai un historique de toutes les demandes de notes de frais qui ont été faites par Thomas. Bon, alors Thomas, c'est la première qu'il fait sur la plateforme, donc il n'y en a pas, mais ça me permet comme ça de voir s'il ne refait pas une deuxième fois la même note de frais, par exemple. En dessous, je vois la liste des commentaires qui ont été saisis. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et puis, je vais pouvoir prendre une décision pour ma demande, enfin pour cette demande-là. Donc, je vais la rejeter et je vais expliquer pourquoi. Parce que, donc, je soumets ce que je viens de faire. Donc, le formulaire va se fermer. Et si j'actualise ma liste des tâches, on voit que la demande numéro 5 a disparu de ma liste des tâches. Si je me reconnecte en tant que Thomas, je vais aller sur le suivi graphique. Je vais voir les couleurs, normalement, qui vont évoluer d'ici peu du suivi graphique. Donc on était à l'étape manager approval, voilà, hop, pardon. Ah oui, je l'ai rejeté, mince, je voulais la... Je l'ai rejeté, donc c'est un état terminal, donc en fait j'ai plus de tâche à faire. Donc on va juste me prévenir, moi, que la demande a été rejetée. Je voulais faire des demandes de modification pour vous montrer la boucle. Bon, c'est pas grave. Je vais me reconnecter cette fois-ci en tant que Comlan. J'avais une tâche de modification à traiter. Donc on va ouvrir le suivi graphique. Donc c'est le suivi graphique d'une autre demande que celle qu'on a faite. Donc on était passé par l'étape manager approval qui avait duré 8 jours et 18 heures et qui avait été traité par Sophie. Et donc maintenant on est en cours sur les modifications. Et si j'ouvre mon formulaire, je vais retrouver le détail sur ma note, donc le projet qui était concerné, donc on retrouve les mêmes choses, hein, sauf que là c'est une demande qui était faite en dollars, j'en avais pour 1400 dollars, et puis je vois le commentaire qui a été saisi par l'approbateur, et je vais pouvoir faire des modifs. Hein, donc pour le logement, par exemple, je vais faire une modification. Effectivement, je me suis trompé. Donc là, je vais mettre 1200. J'attache pas de ticket. Donc ça me met à jour le montant ici, et puis je vais resoumettre ma demande avec un commentaire. Et ça va relancer ma note de frais en validation par mon responsable hiérarchique. Donc on va voir les couleurs qui vont évoluer de cette étape-là et ça va repasser à l'étape manager approval. Donc voilà, hop, c'est le cas. J'ouvre cette tâche-là et je vois que ça fait 14 secondes qu'on est en cours sur cette étape-là. La première fois, il nous avait fallu 8 jours pour traiter l'étape. Donc voilà ce que ça peut donner d'un point de vue utilisateur final de participer à l'application.
Je vais me connecter maintenant avec un compte qui a des droits avancés sur l'application. Donc je vais me connecter avec Pierre. Donc je vais aller sur mon application gestion des notes de frais. Donc j'arrive sur la même application. Et comme je suis connecté avec quelqu'un qui a des droits avancés, je retrouve dans le menu du haut la possibilité en fait d'administrer les demandes de notes de frais. Donc c'est un menu supplémentaire. Quand je vais sur cette interface-là, je vois que je vais pouvoir donc administrer les différentes catégories, donc les choix que les utilisateurs ont quand ils rajoutent une note de frais. Donc par exemple, si j'ajoute ici, je vais mettre ma nouvelle catégorie. J'enregistre les modifs que j'ai faites, et puis on verra tout à l'heure, je relancerai un formulaire, et il y aura cette catégorie qui sera disponible. Et en dessous, je peux administrer qui a le droit d'accéder à cette interface-là. Donc il y a le compte administrateur, il y a Ikram et Pierre. Donc si je veux rajouter quelqu'un, imaginons je veux rajouter Comlan, donc je tape KO et ça va me chercher dans la liste de mes utilisateurs toutes les personnes qui contiennent KO dans leur nom ou dans leur prénom. Et en dessous, je vais pouvoir administrer toutes les devises et notamment les taux de change pour chacune des devises. Donc ils sont pris automatiquement en compte dans l'application. Et j'ai un web service que je vais pouvoir exécuter ici qui va se connecter sur un service internet et qui va me récupérer la liste les taux de change de chacune des devises qui sont concernées. Donc je vais pouvoir faire ça de manière régulière si je le souhaite. Si je reviens sur la page d'accueil des notes de frais, j'ai rajouté une nouvelle catégorie. Donc si je fais une nouvelle demande en tant que Pierre, cette fois-ci, ça me charge mon formulaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si j'ajoute un nouvel élément ici, dans les catégories qui apparaissent, je retrouve ma nouvelle catégorie qu'on a rajoutée ensemble. Donc on va donner la possibilité à des utilisateurs qui ne sont pas du tout techniques ou informatiques d'agir sur le processus et sur les formulaires. Donc là, je vais annuler ma demande. Et la dernière chose que je voulais vous montrer en tant qu'utilisateur final, c'est que j'ai aussi accès à ce qu'on appelle, à ce qui s'appelle des reports. Et donc, on va cliquer sur le menu reporting ici et je vais avoir des rapports sur mes notes de frais. Donc je vais retrouver des tendances de mes notes de frais, donc combien il y a de demandes qui ont été faites par mois dans les 90 derniers jours. Donc je vois qu'au mois d'avril, il y en a 3, au mois de mars, il y en a 2, je vois la durée moyenne pour chacune. En dessous, je vois la liste de toutes les demandes qui ont été faites. Si je clique sur la barre du mois d'avril, ça me rafraîchit la liste du dessous et je vois uniquement les demandes qui concernent le mois d'avril. Je retrouve notre demande à nous qu'on a faite, qui a duré 7 minutes 56 et qui est à l'état terminé. J'ai accès ici au suivi graphique. Et ça va me permettre de voir ce qui s'est passé au niveau du workflow. Donc je vois que c'est une demande qui a été refusée par le responsable hiérarchique du demandeur. Notez, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, qu'on a aussi des statistiques qui apparaissent au niveau de la demande. Donc pour ma demande numéro 5, je vois que la majeure partie du temps a été passée sur la partie rouge qui concerne l'étape manager approval. Donc pareil, ça se met à jour en temps réel. Si je clique sur une note de frais en particulier, je vais voir dans la fenêtre du dessous les étapes par lesquelles on est passé. Mais cette fois-ci, je le vois de manière textuelle. Tout à l'heure, on le voyait de manière graphique, dans le suivi graphique, et maintenant, on le voit de manière textuelle. Si je regarde celle-ci, je vois par quelles étapes on est passé, etc., etc. Si je clique sur une étape en particulier à l'intérieur de ce tableau-là,
je vais voir des statistiques propres à cette étape-là. Donc je vais voir pour l'étape manager à Provol combien de temps il faut en moyenne pour chacune des personnes qui la font pour la traiter. Donc je vois que comme là on a eu une à traiter, Sophie on a eu 5 à traiter, en moyenne Sophie met une journée, alors que comme LAN met en moyenne 7 minutes pour les traiter. Et donc je retrouve ça sous forme graphique. Donc voilà ce que peut donner une application complète faite avec K2. Donc ce que vous venez de voir là, ça a été fait donc sans écrire de code. Il faut donc là c'est une note de frais qui est, enfin c'est une application qui n'est pas énormément connectée au système d'information. Donc moins les applications sont connectées au système d'information, plus elles sont simples à mettre en place, puisqu'elles ne nécessitent pas d'avoir de connaissances sur des outils tiers. Et une application comme ça, c'est une application, quand on connaît K2, qui va pouvoir se mettre en place en l'espace de 2 ou 3 jours, pour vous donner un ordre d'idée des temps de mise en place. Donc là, on n'a pas tout vu, hein. On n'a pas vu chacune des étapes du processus, donc on n'a pas vu tous les formulaires, mais on en a vu une partie, et je pense que vous pouvez imaginer les autres. Donc maintenant, je vais mettre dans la peau du concepteur, donc la personne qui a construit cette application-là. Donc pour construire l'application en question, donc je vais fermer faire un petit peu de ménage, là, fermer toutes mes fenêtres Internet Explorer. On a utilisé que des outils disponibles de manière web. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien à installer sur les postes des concepteurs. Donc je lance l'outil de conception K2. Donc là cette fois-ci je suis connecté avec quelqu'un qui a les droits de l'utiliser, donc qui est le compte administrateur, et j'arrive sur le designer K2, le designer en mode web. Je vais voir tous les éléments qui existent et je vais retrouver en fait mon application note de frais qui a été classée dans les applications finance, et je retrouve ici les interfaces d'admin, les connecteurs, les formulaires, les vues et les workflows. Donc on va d'abord regarder les workflows, puis on verra après comment les formulaires ont été mis en place. Donc je vois qu'il y a un workflow qui a été mis en place et je vais demander à le modifier. Donc quand je clique sur modifier, ça me charge dans mon navigateur l'outil de conception graphique et web de K2. Donc il y a une première, oui alors j'ai fait des modifs tout à l'heure. Donc il y a une première une vérification qui est pour voir s'il n'y a pas d'incohérence sur mon process. Donc là, il y en avait quelques-unes, mais c'est pas grave. On retrouve le processus tel qu'on l'a aperçu dans le suivi graphique tout à l'heure, mais sans les couleurs de conception. Imaginons que je veux dire, une fois qu'on a fait la demande, avant de passer à l'étape d'approbation, donc ici on voudrait rajouter une étape qui permet d'envoyer un mail au demandeur pour lui dire votre demande a été enregistrée avec tel identifiant. Donc je vais rajouter une étape ici. Donc ça me rajoute un carré, et puis je vais choisir parmi la liste des activités qui sont disponibles ici, celles que je veux utiliser. Donc là j'ai les activités que j'utilise le plus souvent, donc référencer un formulaire, envoyer un email, mettre à jour l'identifiant, mettre à jour une donnée, appeler un sous-processus. Et puis si j'ouvre le menu qui est ici, je vais voir tout ce qui concerne la manipulation de documents, tout ce qui concerne la manipulation d'intégration avec l'annuaire de l'entreprise, avec Word, avec Exchange par exemple, donc créer une mailbox, enfin bref, je choisis ce que je veux. Donc là moi je vais envoyer un email, donc je fais un simple glisser-déposer de mon assistant d'envoi de mail. Et ça m'ouvre une fenêtre qui va me guider dans le paramétrage de cet envoi de mail. Donc tout d'abord, il va falloir que je détermine éventuellement qui est l'auteur, qui est le destinataire, qui sont les personnes en copie cachée, les pièces jointes, le sujet, etc., etc. Je vois que pour l'auteur, j'ai déjà un champ qui est renseigné et qui est surligné en vert. Quand c'est surligné en vert, ça veut dire que K2 va évaluer cette information-là lors de l'exécution. C'est-à-dire que ce n'est pas une donnée qui est en dur, c'est une donnée qui est dynamique, donc qui va me permettre de gérer le fait que j'ai déployé sur un environnement de développement ou un environnement de recette ou un environnement de production. Le destinataire, ici, c'est moi qui vais choisir. Donc je vais retrouver dans la partie droite le contexte sur mon application, et dans la partie workflow contexte, je retrouve qui est le demandeur, son nom complet, son email.
ici son manager et son login. Donc moi, je vais utiliser le champ email, je fais un glisser-déposer pour dire qu'on envoie au demandeur. Et puis, je vais prévenir en parallèle son manager, par exemple, en copie. Je vais mettre un sujet, demande donc une note de frais, enregistrée. Je voudrais mettre l'identifiant de la note de frais. Donc dans notre cas, c'était EC-005. Donc c'est l'ID qui est là, je fais un glisser-déposer, je le mets là, de façon à construire mon sujet. Puis pareil pour le mail, je vais mettre bonjour, je mets du texte. Je peux charger un template HTML ici pour récupérer des feuilles de style, des choses comme ça. Puis je vais mettre du texte en dur que je vais concaténer avec des données dynamiques. Donc bonjour, nom et prénom du demandeur, donc je le retrouve ici. Votre demande donc de note de frais, numéro 5, démarrer à telle date, d'un montant de, donc je voudrais récupérer les informations qu'il y avait dans le formulaire, donc là c'est les données de référence. Je les retrouve ici, d'un montant de, donc c'est le claim total, et je voudrais mettre la devise. Donc voilà, d'un montant de, alors je ne sais plus, nous on avait pour 240 €. Donc voilà, je construis mon email de cette façon-là. Puis une fois que j'ai fini de faire ça, je clique sur OK. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton déployer qui est ici pour que ce soit cette nouvelle version du processus qui soit prise en compte. Donc voilà comment on crée des workflows avec K2. Maintenant, donc je vais fermer ça, je vais sortir de ce designer-là sans enregistrer les modifications que j'ai faites. Et puis je vais vous montrer comment on peut construire des formulaires K2. Donc là, pour le coup, je ne vais pas repartir de ce qui a été fait, parce qu'il y a plein de vues. Je vais créer quelque chose de zéro. Donc je vais créer une nouvelle catégorie, je vais l'appeler Web Meeting. Donc ça me fait apparaître une nouvelle entrée ici. Et à l'intérieur de ce répertoire, je vais rajouter, donc vous voyez, je peux rajouter un nouveau workflow, une nouvelle vue, un nouveau formulaire, un nouveau Smart Object. Donc le Smart Object, qu'est-ce que c'est? C'est l'objet qui va permettre de définir quelles sont les données qui circulent au sein du processus et du formulaire, et où sont stockées ces données-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, si j'ai une base de données existante et que je veux persister ces données dans cette base de données, je vais pouvoir le paramétrer ici en faisant ce qu'on appelle un Smart Object avancé. Si je ne fais pas un Smart Object avancé, mais un Smart Object standard, je vais en fait créer une structure qui va permettre de persister des informations que je vais définir. Donc ça va créer mon espace de stockage automatiquement. Donc là, je vais dire, voilà, on va mettre un nom, donc un formulaire dans lequel on veut un nom, un prénom, un email, une date, une photo, un service, on va faire un workflow, un formulaire de gestion des entrées de collaborateurs, un âge, et puis on va mettre un commentaire. Ensuite, je vais typer ces données-là. Donc le commentaire, ça va être du champ mémo. L'âge, ça va être un nombre. Le service, ça reste du texte. La photo, ça va être une image. La date, ça va être un champ date ou date time, donc date tout court. Et puis le reste, ça reste du texte. Je clique sur OK et je termine. Une fois que j'ai créé l'objet, qu'on voit apparaître ici, je vais pouvoir créer une vue ou un formulaire. Alors, le formulaire, c'est la page que les utilisateurs finaux vont voir. La vue, en fait, c'est une partie de la page. Le gros intérêt des vues K2, c'est que les vues sont réutilisables. Donc, si j'ai dans mon formulaire, enfin dans plusieurs formulaires, j'ai des parties de pages qui se répètent, je vais pouvoir créer autant de vues que je le souhaite et les disposer dans mes formulaires. Et puis dès qu'il y a une modification à faire quelque part, je la fais sur une vue, elle est prise en compte partout. Donc je vais me créer une nouvelle vue. Donc ma vue, je vais l'appeler vue, Web Meeting, vue.
Je fais suivant, et là je vais demander, alors excusez-moi pour les petites, enfin si vous regardez sur l'outil de conception là, il y a à la fois de l'anglais, du français, parce que j'ai mon interface de conception qui est en français, mais de temps en temps en fait je construis mes workflows en mettant mes workflows et mes formulaires en mettant les informations en anglais. Donc du coup ça mélange un petit peu tout. Et puis vous remarquerez qu'il y a quelques petites fautes d'orthographe en français. Le package de langue français est en version pré-release, hein, il est disponible pour nos clients, mais il y a quelques fautes qu'il faut qu'on corrige. Donc c'est pour ça qu'il est en pré-release. Donc là, ma vue, je vais demander à KDE de me la créer d'un coup de baguette magique dans un tableau avec 2 colonnes qui contient tous les champs qu'on a définis ensemble, sauf l'identifiant. Et puis, il y aura un bouton qui s'appelle Créer, qui sera en bas de mon formulaire. Donc je clique, enfin de ma vue, je clique sur OK, ça me crée quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça me paraît pas mal. Je clique sur Terminer. Et ici, je peux cliquer sur le lien qui est ici pour pouvoir voir et tester ce qui a été créé. Donc voilà, j'ai un formulaire où je vais pouvoir mettre un nom, un prénom, un email, une date. Je tape du texte, un service, hop, un âge, et dans mon email ici. Et je vois que le champ date et le champ âge sont en rouge, parce que ce que j'ai saisi ne correspond pas à une date. Donc je vais mettre une date ici. Je peux changer la date après, et puis pareil pour l'âge, ici je vais mettre un entier. Je clique sur Create, il se passe quelque chose, mais ça va très vite, j'ai pas le temps de voir ce qui se passe. Donc voilà ce que ça m'a créé en 2 clics. Maintenant je vais revenir là-dessus, donc je vais modifier ma vue, et puis je vais changer la disposition des champs. Je vais commencer par rajouter des lignes, je vais fusionner mes lignes, ici, et puis ensuite je vais déplacer, donc je vais mettre le commentaire tout en bas. Je vais mettre la photo ici, etc., etc. Donc je positionne tout ça comme j'ai envie. La photo, comme c'est un champ image, je peux cliquer dessus et demander à K2 de m'afficher en fait une miniature de la photo, de façon à ce qu'on puisse s'assurer qu'on ne met pas n'importe quoi. Ensuite, je voudrais que le service, ce soit une liste déroulante. Donc, je vais changer le contrôle et je vais le changer. Donc, je vois la liste des contrôles qui sont mis à ma disposition pour ce type de champ. Donc, je vais prendre une liste déroulante. Et une fois que j'ai mis une liste déroulante ici, je peux aller dans le paramétrage de la source de données. Et je vais pouvoir choisir si je mets des valeurs statiques ou si j'appelle un Smart Object déjà existant. Donc, si je fais appel à un connecteur qui est déjà enregistré sur ma plateforme. Donc là, par exemple, je vais aller chercher le connecteur qu'on a utilisé pour l'appli Finance, et qui m'affichait mes catégories. Voilà. Et je vois que j'ai la possibilité d'afficher le nom, tiret ou étoile, et je vais mettre l'identifiant ici. Je clique sur OK. Voilà. En dessous, j'ai vu que quand on cliquait sur le bouton Create, il se passait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc, je vais cliquer sur le bouton ici, je vais renommer, je vais dire, je l'appelle Créer, et ensuite, après, quand il se passe quelque chose au niveau de K2, c'est qu'il y a une règle. Et je regarde, et donc, effectivement, il y a automatiquement une règle qui dit qu'il se passe quelque chose quand le bouton est cliqué. Donc, je double-clique sur la règle, et je vois que quand le bouton est cliqué, alors K2 exécute la méthode créer, c'est-à-dire qu'il persiste l'information qu'il y a dans le formulaire. Donc je trouve ça très bien, mais par contre je voudrais qu'il fasse ça que si le formulaire est validé. Donc ma règle elle se détermine en 3 temps, l'événement qui déclenche la règle, la condition et l'action. Donc là j'ai un événement et une action. Je vais rajouter une condition et je vais dire qu'il faut que le contenu de la vue soit validé. Donc je vais chercher parmi ce qui est disponible, j'attends que la vue soit validée. Donc je mets ça au-dessus, voilà, et je vais configurer ma validation. Donc il faut que les champs nom et prénom soient requis. Le champ email, il n'est pas obligatoire, mais par contre s'il est saisi, il faut que son contenu soit valide. Je vais choisir de quelle façon j'affiche qu'il y a des erreurs.
Est-ce que c'est un pop-up ou est-ce que c'est des choses qui sont surlignées? Je clique sur OK. OK. J'enregistre ce que j'ai fait et je reviens sur ma vue ici, j'actualise la page et on voit que le formulaire a un petit peu évolué. Donc là, dans la liste des services, je retrouve les catégories qu'on avait tout à l'heure. Pour la photo, je vais pouvoir aller télécharger une image et l'image apparaît en petit. Si je clique sur le bouton créer, j'ai deux champs qui sont obligatoires, le nom et le prénom. Je les renseigne, je clique sur le bouton créer et là cette fois-ci il y a quelque chose qui est enregistré. Donc voilà comment on conçoit les formulaires avec K2. Donc là c'était une vue, je termine. Une fois que j'ai fait ça, je vais je vais utiliser cette vue à l'intérieur d'un formulaire. Donc c'est ce qui pourra être mis à disposition de mes utilisateurs finaux. Donc j'appelle le formulaire WM Form. Je choisis les vues la vue qui apparaît sur mon formulaire. Je lui mets un nom, ma vue principale. Après, je peux dire que cette même vue, je veux la réutiliser à l'intérieur de mon formulaire et je veux la revoir en dessous. Et cette fois-ci, je vais l'appeler vue annexe. Je vais dire que par défaut, elle est rétrécie. Voilà. Et puis c'est au niveau de mon formulaire qu'on va, du formulaire, qu'on va choisir en fait la charte graphique. Donc là, si je touche à rien et que je clique sur terminer, je vois que mon formulaire est disponible avec une certaine charte graphique. Ici, je fais apparaître les annexes. Ici, je clique sur créer, je retrouve les mêmes fonctionnalités. Et si je reviens sur l'outil de conception et que je demande à modifier ce formulaire, je vais pouvoir, au niveau de l'apparence, choisir un autre thème. Donc, je vais choisir le thème lithium, qui est le thème qu'on a utilisé pour la démonstration de tout à l'heure. J'enregistre. Je reviens sur le formulaire, j'actualise, et là j'ai le même formulaire avec les mêmes fonctionnalités, mais qui est présenté complètement différemment. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc on a vu ce que ça donnait d'un point de vue utilisateur final, d'un point de vue utilisateur avec des droits avancés, puis là on a vu rapidement comment on concevait les applications avec K2. Donc tout se fait vraiment par glisser-déposer, les workflows, les formulaires. Donc, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions qui ont été posées sur le chat. Je vais aussi réactiver les micros de tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, il y a une question qui a été posée sur la personnalisation des... Sont coupés. Sur la personnalisation des mails, donc comment traduire les messages système comme les messages qui sont envoyés par mail. Donc en fait, quand on construit les mails avec K2 dans l'outil de conception, on les construit dans la langue qu'on veut. Donc on a vu qu'on avait reçu des mails en anglais, on a paramétré ensemble un mail en français. Si ensuite on veut que le mail s'affiche dans la langue de l'utilisateur qui reçoit le mail, là c'est un petit peu plus compliqué parce que souvent les mails K2 sont envoyés à plusieurs personnes. Si les personnes sont en copie, je peux avoir des personnes françaises et des personnes anglo-saxonnes en même temps dans la liste des personnes qui reçoivent le mail. Donc dans ce cas-là, c'est un petit peu difficile de choisir une langue. Donc souvent nos clients affichent le mail dans plusieurs langues. Donc ça, c'est une solution. Mais autrement, il y a possibilité avec les connecteurs K2, plutôt que de mettre le mail en dur, comme nous, on l'a fait, de faire appel à des connecteurs et de dire en fonction de la personne qui reçoit le mail, je veux afficher le bonjour, mais le bonjour, je vais le chercher dans mon fichier de ressources. Donc on peut faire ça, mais ça dépend un petit peu de comment les mails sont adressés, s'ils sont adressés à des personnes unitaires ou s'ils sont adressés à des groupes de personnes. Donc c'est la seule question que je vois dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. Je vais réactiver les micros, mais ça fait un petit peu de bruit quand on active
sont activés. N'hésitez pas à poser les questions si vous en avez. Un focus sur un plugin application finance. Jean, si tu peux passer le slide suivant pour suivre l'agenda. Sont coupés. Enfin, comment nous réserver du temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Alors, Sont coupés. Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et vous avez toutes nos... Oui, allez-y, monsieur. Oui, y a-t-il la possibilité de télécharger cette présentation? Ah oui, alors, Je oui, vois que alors, bah, vous faites bien de le dire parce que j'allais oublier de poser la question parce que j'allais oublier de le dire. Donc le web meeting là a été enregistré, donc il va être publié sur notre compte Twitter. Donc vous pourrez revoir la vidéo du web meeting avec les fautes d'orthographe, tout. Et puis il me semble que la présentation va vous être envoyée sous format PDF. Et si ce n'est pas le cas, vous devriez recevoir un mail dans l'après-midi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter les personnes qui vous ont envoyé les invitations pour la recevoir. Merci. Au niveau des reportings, tout à l'heure vous avez montré un reporting concernant la personne sur ses notes de frais. Y a-t-il moyen de faire des reportings globaux sur tout un service? Alors en fait, les reports qu'on a vus tout à l'heure, c'était pas uniquement sur mes notes de frais. J'étais connecté avec le compte de Pierre en fait, qui est le directeur général de mon entreprise de démonstration, et il voyait en fait toutes les notes de frais de l'entreprise. Après, sur la partie report de K2, ce que les utilisateurs voient, ce sont les choses sur lesquelles ils ont des droits de visualisation. Ça veut dire qu'à partir du moment où je fais partie d'un service, par défaut, je vais voir mes notes à moi et éventuellement les notes de mon service. Et du coup, j'aurai du reporting que sur ce qui me concerne et pas sur ce qui concerne les collègues d'autres services. Donc ça, c'est ce qu'il y a par défaut et évidemment, c'est paramétrable. On va pouvoir dire qui a le droit de voir quoi. Est-ce que moi, en tant que personne du service RH, j'ai le droit de voir les notes de frais du service achat. Si c'est le cas, dans mon organisation, je vais pouvoir paramétrer ça au niveau de mon interface cadeau. Merci bien. Une autre question aussi, est-ce qu'il est possible, alors pas forcément lié à la présentation sur les notes de frais là, mais d'une manière plus générale au sein d'une entreprise, est-ce qu'il est possible d'avoir une gestion documentaire qui fasse le lien sur un même article ou un même produit entre les différents services? Les liens documentaires. Et il y a un outil bon, c'est une question assez précise. Il y a un outil, vous avez un outil de GED derrière, qui stocke les documents ou pour le moment ou pas? Non, Ça non. fait partie de la question. Non, non. Aujourd'hui, les documents sont stockés sur Le file system. un réseau, sur un serveur, et l'idée c'était d'avoir un outil qui nous permette de lier les documents entre eux suivant la fonctionnalité du document, c'est-à-dire le rapport à un produit. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre. Ouais, je vois ce que vous souhaitez. Donc, on peut faire ce genre de choses avec K2. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on enregistre un document quelque part dans le file system, il va falloir le référencer au niveau de K2 pour lui associer des métadonnées, hein, comme par exemple le produit concerné. Et après, on va pouvoir mettre en place des interfaces web qui vont permettre de lister tous les documents qui sont associés à tel produit. On peut faire ce genre de choses. Maintenant, pour faire ce genre de choses, l'idéal c'est d'avoir un outil de gestion documentaire, mais un outil simple, hein, pas forcément un outil de GED très complexe. Et SharePoint propose ce genre de fonctionnalité. Donc c'est intéressant. Enfin, ce besoin-là, c'est assez intéressant de le traiter avec SharePoint et de traiter
au niveau de K2, tout ce qui va être validation du document. À partir du moment où je veux déposer un document quelque part, K2 va se déclencher, ça va déclencher un workflow qui va permettre d'adresser les personnes qui sont concernées. Et une fois que la validation elle est faite, K2 va mettre à disposition le document, mais il va le mettre à disposition dans mon outil JED. L'avantage de l'outil JED, c'est qu'on va pouvoir gérer très très facilement des permissions sur tous les documents, sur les répertoires qui permettent de stocker les documents, et on va pouvoir gérer des métadonnées, faire des recherches plein texte, des choses comme ça, alors que sur du file system, on va pouvoir aboutir à quelque chose qui ressemble à votre besoin, mais on va être assez limité en termes de fonctionnalité autour du document, puisque ça va être compliqué de faire des recherches plein texte, de faire de la permission sur le document, des choses comme ça. Donc dès qu'on gère du document, c'est assez pratique d'associer K2 à un outil JED, comme SharePoint par exemple. D'accord. Parfait. Bon, il est midi passé, il va falloir qu'on s'arrête. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail ou téléphone aux informations qui apparaissent sur le slide. On se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Au revoir.